Imaginez que demain vous partez en vacances et que demain vous prenez l'avion. Et au moment d'embarquer, vous apprenez que cet avion va voler sans pilote. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous embarquez quand même en mode YOLO, ou bien au contraire vous refusez carrément de monter dans l'avion? Ce n'est pas tout à fait par hasard si j'ai choisi ce sujet aujourd'hui, parce que l'aviation, ça va être l'occasion de nous rencontrer prochainement. Je vous en parle davantage en fin de vidéo, et je vous le précise tout de suite, ce n'est pas une sponsor, c'est un véritable rendez-vous. Les progrès récents en matière d'avionique permettent aujourd'hui de faire voler un avion sans pilote en toute sécurité. Le commandant ChatGPT et son équipage sont heureux de vous accueillir à bord de ce vol à destination de Port Nawak. Tricotine, arrête de faire le clown s'il te plaît, c'est une chaîne sérieuse ici. Je suis très sérieux. La chose a déjà été expérimentée à plusieurs reprises. Par exemple, la start-up Reliable Robotics a annoncé en novembre dernier qu'elle avait fait voler un avion Cessna Caravan sans personne à bord. Il y avait juste un pilote au sol qui était chargé de contrôler si tout se passait bien. Quant à Airbus, depuis 2 ans, ils expérimentent une technologie de vol autonome sur un A350. Cette technologie s'appelle Dragonfly et elle permet à un avion d'effectuer toutes les phases de pilotage complexe sans aucune intervention humaine. Dragonfly, c'est un ensemble de caméras et de logiciels qui voient tout ce qu'entoure l'avion sur 360 degrés, y compris lors du roulage au sol. L'objectif avoué de ce système est d'accroître la sécurité aérienne. Par exemple, le Dragonfly pourra prendre le relais si les pilotes sont dans l'incapacité de piloter l'appareil, il pourra le diriger vers un aéroport de secours, il pourra le faire atterrir, etc. Airbus développe aussi un autre système en collaboration avec l'Agence européenne de sécurité aérienne. Il s'agit du projet EMCO, Extended Minimum Crew Operations, qu'on peut traduire en français par opération d'équipage minimum étendu. Ici aussi, l'idée est, je cite, de gérer la fatigue et les temps de repos des pilotes dans le cockpit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en pratique, il s'agirait de permettre à l'un des 2 pilotes d'aller se reposer pendant que l'autre resterait à son poste et il serait assisté dans sa tâche par ce programme informatique. Bref, officiellement, les constructeurs et les compagnies déclarent que leurs systèmes sont uniquement prévus afin d'assurer la sécurité aérienne, qui ne serait qu'une assistance pour les pilotes et qu'en aucun cas, au grand jamais, il n'aurait pour vocation de diminuer le nombre de pilotes dans le cockpit. Je n'y connais pas grand-chose en matière d'aviation. T'inquiète pas, l'ancêtre, je prends le relais. Allô, Kibo? Dis-moi, tu peux me passer ton humain, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu fous au téléphone, Kibo? Vas-y, passe-le-moi. Passe-le-moi. Y a quelqu'un? Oui. Allô? Oui, Tricotine? Coucou Vincent, on a besoin de ton aide. C'est une vidéo? Il nous faudrait ton avis sur les avions sans pilote. Ok. Mon avis là-dessus. Si vous voulez, mon avis là-dessus, c'est que les avions sans pilote, ça peut être une bonne chose comme une mauvaise chose. C'est-à-dire que, grosso modo, il y a ce qu'on appelle dans l'aviation et dans pas mal d'autres secteurs, le facteur humain. Et le facteur humain, concrètement, c'est le fait que l'humain est humain, l'humain fait des erreurs, et ça peut potentiellement poser de nouveaux problèmes. Et là, la technologie peut aider. Par exemple, les sensations. Par exemple, je reviens d'un vol en parapente. On a besoin quand même des fois d'outils parce que nos sensations peuvent nous tromper. Le fait de ressentir des jets, ok, ça peut nous dire par exemple, ok, on est droit et donc c'est la gravité qui nous attire, mais les jets, ça peut être aussi parce qu'on est en train de faire un virage. Et du coup, on n'est pas droit. Et ça a déjà causé des crashs du fait que les pilotes ressentaient qu'ils étaient droits et en fait, ils étaient en virage, voire même en piqué. Donc ça peut être très trompeur d'être humain, en fait, d'avoir des sensations humaines. Et c'est là que, normalement, l'informatique peut prendre le relais. Mais l'informatique a besoin de bonnes informations. Par exemple, on a le vol Rio-Paris, très triste affaire. Le vol Rio-Paris, concrètement, il s'est crashé à la fois à cause de problèmes de facteurs humains, c'est-à-dire que les humains n'ont pas compris ce qui se passait, mais aussi du côté de la technologie, puisque la technologie était concrètement un petit peu en rade, dans le sens où elle donnait aux pilotes de mauvaises informations ou des informations contradictoires. Donc du coup, c'était la confusion. Et quand
vous êtes en pleine nuit, donc que vous ne voyez pas autour de vous, que tout ce que vous avez, ce sont des instruments qui disent tout et leur contraire, et d'un autre côté, que vos sensations vous disent quelque chose qui n'est pas forcément vrai, que vous êtes dans une situation évidemment de stress, en plus de ça, bah forcément ça peut mener à des accidents. Donc oui, c'est bien qu'il y ait beaucoup de technologie, mais non, c'est pas forcément bien qu'il y ait trop de technologie. Et je me permettrais de rajouter quelque chose, c'est aussi la dépendance à la technologie. C'est un truc que on voit aussi dans l'aviation. Ce sont des pilotes, par exemple, qui ont trop l'habitude de reposer sur la technologie en se disant tel ordinateur va gérer ça. J'ai pas à m'en soucier. Et donc, du coup, ils relâchent leur attention sur ce point-là qui est censé être géré par l'ordinateur. Mais si l'ordinateur ne le gère pas et que le pilote, lui, n'est pas attentif et a perdu l'attention parce qu'il a l'habitude de reposer sur l'ordinateur pour faire cette tâche, bah là aussi, ça peut mener à des accidents. Donc, si tu veux mon avis, mon opinion sur le fait qu'il n'y ait pas de pilote dans l'avion, ok, techniquement, un avion peut se piloter tout seul et il n'y a pas de souci avec ça, pas du tout. Mais il faut s'assurer que les capteurs, ce qui permet à l'ordinateur d'avoir les informations, que tout ça soit correct, extrêmement redondant, évidemment, mais aussi, je pense qu'il y aurait quand même une nécessité de garder au moins un pilote, parce qu'aujourd'hui on a l'obligation d'en avoir au moins deux, obligé d'avoir un pilote maintenant pour vérifier que l'ordinateur reçoit bien les bonnes informations, etc. et prendre le relais sur l'ordinateur si besoin. On a aussi connu par exemple les crashs du 737 MAX, où là par exemple, l'humain avait beau essayer de reprendre sur l'ordinateur, qui faisait du caca, bah ça n'a rien donné. Il faut que les pilotes continuent à pouvoir piloter l'avion sans ordinateur. Ça, c'est vraiment primordial, je pense. Voilà mon avis là-dessus, grosso modo. Donc, Kibo, je te repasse Tricotine, alors si tu as un mot de la fin à lui dire. Mais cette avancée technologique n'est évidemment pas du goût de tout le monde, surtout pas celui des pilotes, qui craignent naturellement d'être remplacés par des robots aux commandes des avions. Bon, il faut au minimum 2 pilotes par avion, mais ça peut aller jusqu'à 3 ou 4, selon la durée du vol. Parmi les passagers, l'idée de voyager dans un avion sans pilote ne fait pas l'unanimité non plus. Différents sondages ont été faits récemment sur son acceptation par le public et les résultats sont amusants. Quand on demande aux gens s'ils accepteraient de voyager dans un avion sans pilote au cours de leur vie, 60 à 70% des personnes sondées se disent prêtes à le faire. Mais quand on ajoute que ce voyage, eh bien c'est pour demain, alors là, elles refusent à 90%. Il faut dire qu'on peut légitimement avoir des doutes sur le fait qu'une intelligence artificielle ferait aussi bien qu'un pilote humain dans tous les cas de figure. Par exemple, il semble bien qu'une intelligence artificielle n'aurait pas été capable de faire la même chose que Chesley Schellenberger, vous savez, ce pilote qui a posé son A320 sur l'Hudson en 2009. Les moteurs de son avion étaient tombés en panne après avoir percuté des oiseaux. Et il a sauvé la vie de 155 personnes en posant son avion sur l'Hudson. D'après ce que j'ai pu lire, il est bien probable qu'un avion sans pilote n'aurait pas pu réussir cet exploit. Alors, 2 pilotes dans l'avion? Un seul? Plus de pilote du tout? Mais au fait, qui prend la décision? Les constructeurs eux-mêmes? Les compagnies aériennes? Les pilotes? Ou encore la loi de l'offre et de la demande? Parce que si les passagers refusaient majoritairement de monter à bord d'avions autonomes, eh bien, l'offre d'avions sans pilote se tarirait assez vite. Le droit aérien est un droit international par nature. C'est pourquoi il est organisé par le biais de conventions internationales. Et parmi elles, la convention de Chicago de 1944. Cette convention a créé l'OASI, l'Organisation internationale de l'aviation civile. L'OASI chapeaute l'ensemble du système. Chaque pays membre possède également une autorité locale. En France, c'est la DGAC, la Direction générale de l'aviation civile. En fait, chaque pays peut certifier lui-même un avion, mais cet avion ne va pouvoir voler que sur son propre territoire. Alors, pour des raisons évidentes de débouché commercial, il est beaucoup plus intéressant, voire vital pour les constructeurs, d'obtenir une certification régionale, voire mondiale. Alors naturellement, il va y avoir des exceptions. Les constructeurs chinois, par exemple, se contentent actuellement d'avoir une certification nationale chinoise. Et c'est pour ça qu'ils ne feront voler leurs avions qu'en Chine. Les mauvaises langues
peut-être bien informés, prétendent que les avions chinois actuels n'auraient guère de chance d'obtenir une certification en Europe ou aux États-Unis. Mais si c'est le cas, il est possible que les choses changent à l'avenir, par exemple avec le nouveau Comac C919. Le régulateur en Europe, c'est l'EASA, l'Agence européenne de la sécurité aérienne. Aux États-Unis, c'est la FAA, la Federal Aviation Administration. Ce sont les deux principaux régulateurs au monde et leurs certifications vont avoir une valeur mondiale. C'est-à-dire qu'un avion certifié en Europe ou aux États-Unis pourra voler partout dans le monde. C'est d'ailleurs pourquoi le chinois Comac a entrepris une procédure de certification de son C919 en 2018 et qu'elle se poursuit actuellement. En fait, la certification se fait aussi par équipement. Par exemple, lorsqu'un nouveau réacteur, un nouveau capteur, une nouvelle commande de vol, etc. est certifié, cet équipement pourra ensuite être utilisé sur d'autres modèles d'avions sans avoir besoin d'être certifié à nouveau. Alors revenons maintenant au pilotage automatique. Il n'y a pas besoin d'homologuer l'avion lui-même, c'est un avion normal, déjà homologué. Il faut juste homologuer le robot pilote qui est installé à bord. Et c'est ce qui se passe actuellement. Alors, l'avion sans pilote est-il plutôt du côté du problème ou du côté de la solution? Naturellement, j'en sais rien, je n'ai d'ailleurs aucune compétence particulière pour le dire. Mais ce que je peux vous dire en revanche, c'est que si ce n'est peut-être pas encore pour aujourd'hui, eh bien c'est peut-être pour demain. Voler sans pilote n'est certainement pas ce qui risque d'arriver aux avions que je vous invite à venir voir voler prochainement en ma compagnie. En effet, les 18 et 19 mai prochains, je serai au meeting d'aviation ancienne de la Ferté-Alais. J'y serai en compagnie de plusieurs collègues youtubeurs qui vont aussi l'annoncer sur leur chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors le meeting de la Ferté-Alais, c'est quoi? Eh bien il s'agit de l'un des principaux événements dédiés à l'aviation ancienne en vol, le plus important au monde. C'est vraiment un truc mythique dans le milieu de l'aviation. Il va y avoir près d'une centaine d'avions de tous les âges, en partant des débuts de l'aviation avec un Blériot 11 jusqu'à la Patrouille de France, qui fera une démonstration de plus d'une demi-heure. Ça se déroule chaque année depuis 50 ans sur l'aérodrome de la Ferté-Alais, à côté de Paris, c'est dans le département de l'Essonne. C'est facilement accessible par les transports en commun. Ça se passe donc les samedis 18 et dimanche 19 mai prochains. Le matin, l'aérodrome est ouvert avec les avions visibles au sol, il y a des baptêmes de l'air, il y a tout un tas d'exposants, et d'ailleurs les collègues et moi, nous y aurons un stand et vous pourrez nous rencontrer à cette occasion. Et l'après-midi, à partir de 13h jusqu'à 18h, il y aura des démonstrations en vol. Et en plus, cette année, il y aura une reconstitution de l'attaque de Pearl Harbor, avec une poursuite entre un 0 et des T6. Alors vous connaissez mon intérêt pour toutes les mécaniques anciennes. Alors voir voler ces reliques du passé, eh bien c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et c'est pourquoi j'y serai les samedis 18 et dimanche 19 mai. Je vous en reparlerai lors des prochaines vidéos. Et si vous voulez venir aussi, eh bien vous pouvez réserver vos billets à l'avance et vous pouvez même avoir une réduction avec le lien ci-dessous. Merci au copain Vincent de la chaîne Stardust pour sa participation. Allez voir sa chaîne et pourrissez lui ses commentaires en lui disant bonjour à Kibo, c'est son chien, de la part de Tricotine. Et si cette vidéo vous a plu, alors vous pouvez regarder l'une ou l'autre de ces deux autres vidéos de Vous avez le droit. Le jour où les avions décolleront sans pilote, les chats parleront comme les humains.